Smart et réglo avec cette nouvelle piste mise sur la table par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie. L'exécutif envisagerait de rendre obligatoire le pass sanitaire en entreprise. Alors la mesure annoncée ne fera pas partie du projet de loi présenté lundi en Conseil des ministres, faute, je cite, de consensus suffisant à ce stade. Une mesure qui fait donc débat et qui soulève également plusieurs questions de droit. Bonjour Thierry Meillat. Bonjour. Vous êtes avocat associé en charge du département droit social au sein du cabinet Hogan Lovells. Qui serait concerné par cette mesure ? Elle existe déjà, elle concerne un certain nombre de salariés, mais on envisage aujourd'hui un renforcement, un élargissement de cette mesure. Oui, tout à fait. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, ce n'est plus d'actualité pour le moment, parce que tout ça évolue de jour en jour. Ça ne devrait pas être dans le projet de loi qui va être présenté au Conseil des ministres la semaine prochaine, mais peut-être que dans le cadre du débat parlementaire en janvier, on le mettra. Et certains le disent abandonné, c'est faux, c'est pas abandonné. Ah non, pour moi, non. Et d'ailleurs, ce qu'a dit Madame Borne, elle n'a pas dit que c'était abandonné, effectivement. Donc je pense que c'est tout à fait d'actualité. Premier point. Deuxième point, comme vous le disiez également, ça concerne déjà beaucoup de salariés, en fait, en réalité, dans les restaurants, dans les établissements de santé, dans l'événementiel. Et l'idée, ce serait, si on comprend bien, une généralisation. Aujourd'hui, c'est à peu près 2,5 millions, je crois, d'actifs concernés. C'est ça, à peu près. Et donc, en fait, on passerait en gros à la totalité, si on comprend bien, avec une généralisation. Sachant que sur le principe, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 5 août 2021, justement à l'occasion de la mise en place du contrôle dans certaines entreprises, a quand même déjà eu l'occasion de dire que ça ne portait pas une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre. Parce que certains le remettent en cause, sur cette en fait, notion de liberté d'entreprendre. Moi, je crois que c'est acté sur le principe. Après, bon, évidemment, je ne suis pas le Conseil constitutionnel, mais mon sentiment à la lecture, effectivement, de cette décision, que cette question est déjà largement tranchée. C'est plus après une question de proportionnalité. Voilà. Alors, qui peut se prononcer justement sur le caractère nécessaire et proportionné de la mesure face à l'épidémie? In fine, donc ce sera le Conseil constitutionnel si effectivement une loi est votée en ce sens. L'idée étant, est-ce que on peut imposer partout en fait un pass sanitaire et non vaccinal, puisqu'en plus ce serait un peu complexe parce que ce serait un pass sanitaire pour le coup, alors que parallèlement on est en train de mettre en place un pass vaccinal pour rentrer dans d'autres lieux. Donc la question est de dire, est-ce que une PME qui n'a pas de contact avec le public, qui n'accueille pas de personnes tierces, qui n'accueille pas de clients, doit être soumise au même régime en fait qu'une entreprise peut-être de plus grande dimension, mais qui doit effectivement accueillir des personnes? C'est une vraie question parce que là, le problème, c'est qu'on tombe dans la complexité. Et c'est un autre écueil. Mais là, il y a énormément de questions qui se posent. C'est déjà, qui va contrôler chaque jour à l'entrée ? Finalement, le QR code, scanner un QR code de chaque employé tous les matins. Tout à fait, mais alors là encore, en fait, j'aurais tendance à dire, une grande entreprise, en fait, elle sera en mesure de le faire, peut-être en recrutant des agents temporaires qui le feront le temps qu'il faudra, peut-être assez longtemps. Pour ne rien vous cacher, certains de mes clients, grandes entreprises, étaient déjà en demande et se demandaient s'ils ne pouvaient pas mettre en place un pass, notamment pour l'accès à la cantine, par exemple, parce que ça pose pas mal de problèmes concrets et on sait que c'est un lieu de circulation du virus, plus que l'ensemble de l'entreprise. Donc, en fait, moi, je pense, encore une fois, et c'est les retours que j'ai, que les grandes entreprises pourraient, c'est plus compliqué dans les PME, parce que là, en pratique, ce serait le patron, ou je ne sais pas, ou le directeur financier, qui devrait faire parce qu'on fait dans les restaurants, on est tous habitués, sauf que là aussi se pose un autre problème que je soulève depuis le début, puisqu'on avait échangé là-dessus déjà en juillet sur ce plateau, et on s'était posé des questions à ce sujet, et par exemple, le problème du secret médical, puisque l'employeur est toujours censé ne pas avoir connaissance en fait de la situation de son salarié au regard effectivement de cette maladie-là comme des autres. Sauf que la réalité, c'est que c'est en fait assez hypocrite. Après, oui, si totalement. Vous êtes dans une entreprise puis si on est 5 et que le salarié doit montrer son pass, en fait, en réalité, on rentre un peu dans l'intimité. Mais cela dit, c'est tout à fait faisable et possible. Aujourd'hui, on sait qu'on a la technique. On a la technique pour rentrer dans un restaurant, donc pourquoi ne pas l'avoir pour une petite entreprise ? Ça complexifie beaucoup les choses, ça complique la vie de tout le monde, mais concrètement, on sait que c'est possible. Et encore une fois, je vous dis, la vraie question qu'il y aura, c'est est-ce que c'est sans borne, c'est-à-dire est-ce que ça va dans toutes les entreprises, ou est-ce qu'éventuellement, comme le Conseil constitutionnel a tendance à le faire, ce sera plus à la marge. Il dira non, vous ne pouvez pas aller aussi loin que ça, il faut quand même mettre quelques garde-fous. À mon avis, si la mesure est introduite, ce sera plutôt un débat de cet ordre-là. Jusqu'où
J'aimerais juste qu'on revienne sur les sanctions dans le cas où l'employeur oublierait volontairement ou pas de contrôler les passes le matin. On a des amendes qui sont d'un montant relativement élevé, puisqu'elles peuvent s'élever jusqu'à 45 000 euros. Alors en même temps, encore une fois, ce ne sera pas une amende tout de suite, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Il y a rappel et une phase... Il y a ce risque-là, et je pense que c'est une des choses qui ennuyait beaucoup les organisations d'employeurs, représentatives d'employeurs, en disant, mais vous vous rendez compte, encore une fois, finalement, ce que vous faites peser sur nous, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que depuis le début de l'épidémie, l'État et le gouvernement ont énormément délégué de facto, en fait, des obligations sur les employeurs, de contrôle de l'épidémie, de limitation par le télétravail, par les relations avec les représentants du personnel. Les employeurs portent sur eux, en fait, une grande partie, en fait, de la lutte contre l'épidémie. Relation aussi avec les organisations syndicales. Et là, on rajoute, en fait, une couche, et donc on se dit jusqu'où on va, finalement, dans cette délégation, finalement. Et se pose aussi le cas d'un employé qui n'aurait pas de passe sanitaire, donc ni testé, ni vacciné. Qu'est-ce qui se passe pour Et je pense que c'est l'autre point qui a peut-être limité la volonté du gouvernement d'aller de l'avant pour le moment, avec, je vous disais, le problème des sanctions pour les employeurs. C'est que, visiblement, puisque ça n'avait pas été le cas la première fois en août, il n'y a pas une idée au bout d'un certain temps. Donc il y a suspension du contrat de travail sans rémunération, ce qui est déjà quand même problématique pendant un certain temps, mais ça veut dire que c'est des personnes qui n'ont pas accès au RSA. Pour l'employé et pour les organisations, finalement. Tout à fait. C'est quand même un peu étonnant. Mais c'est surtout qu'est-ce qui se passe à l'issue. C'est-à-dire que si on dit c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois... Est-ce que ça peut être un motif de licenciement à terme ? À terme, oui, mais là encore, le gouvernement, dans sa précédente mouture, avait décidé que ce n'était pas ce qu'on appelle un motif sui generis, c'est-à-dire le salarié n'est pas là pendant 3 mois, ça veut dire qu'on peut le licencier, c'est un motif de licenciement. C'est pas ça qu'on dit, ce sera l'employeur de décider et de démontrer que l'absence du salarié rend impossible, en fait... oui, ou ça désorganise, où il faut absolument prendre une mesure de licenciement, mais après, ce sera sous le contrôle des tribunaux, et donc avec un risque à la clé de condamnation de l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les tribunaux considèrent qu'il aurait pu attendre un peu plus, par exemple. C'est une chose à laquelle on est très habitué pour le licenciement des salariés qui sont absents pour maladie pendant longtemps, et qui sont licenciés à l'issue pour des organisations, l'idée, c'est aussi d'encourager la mise en place du télétravail. Alors, il semblerait que vraiment maintenant ce soit là-dessus que le gouvernement se focalise, en tout cas pour les semaines ou peut-être les jours à venir. Donc on passe à 3-4 jours au lieu de 2-3, ce qui est devenu un peu la norme, en tout cas dans les plus grandes entreprises. Oui, mais ça n'a pas le même but non plus. C'est-à-dire qu'on peut bien imaginer aussi les deux allant de concert si on sent que ça se passe vraiment pas bien et que ça se développe dans les jours ou les semaines à venir. Mais encore une fois, un gros problème de mise en œuvre pratique. Encore une fois, sur le principe, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un obstacle juridique majeur, mais c'est pas évident en pratique à mettre en place comme ça de manière si généralisée pour les employeurs. Dernier point sur le contenu, on n'a pas parlé de la fonction publique. Prévu ou pas prévu ? On ne sait pas trop. C'est un peu mis ça. À mon avis, c'est très compliqué d'exclure totalement la fonction publique si on le demande aux entreprises, parce que là encore, quelle est la logique ou quelle serait la logique de faire cette distinction entre les fonctionnaires et les salariés du privé. Mais c'est vrai que pour le moment, le gouvernement est assez silencieux sur ce sujet. Moi, mon sentiment, c'est que, in fine, il faudrait aussi que les fonctionnaires, évidemment, soient soumis au même régime, puisqu'il n'y a pas de raison pratique. On peut se contaminer autant dans la fonction publique que dans le secteur privé. Si cette mesure était finalement retenue, est-ce qu'il faudrait une loi ou une simple modification peut-être du protocole sanitaire en entreprise ? C'est une loi. C'est une loi puisque aujourd'hui vous avez donc la loi d'août qui a mis en place. Donc en fait, ce serait une extension, donc par voie d'amendement parlementaire, ce serait une extension de l'obligation de passe vaccinal dans les entreprises et dans la fonction publique, le cas échéant. Donc il faudrait passer par une loi et ce serait la loi qui visiblement va être présentée au Parlement en janvier. Donc ça peut se passer soit dans le cadre du projet de loi, il semblerait que ce ne soit pas le cas, soit dans le cadre de la discussion parlementaire qui sera probablement en urgence. Donc on parle, j'imagine, de la première quinzaine de janvier, puis le Conseil constitutionnel, parce qu'il ne fait pas de doute qu'il sera saisi également cette fois-ci. Donc les jours prochains seront a priori décisifs. Tout à fait. Et l'évolution de l'épidémie, tout à fait. Surtout. Merci beaucoup Thierry Meillat. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes avocat associé en charge du département droit social du cabinet Hogan Lovells. Merci beaucoup, merci d'être venu sur le plateau de Smart Job. Ce que je vous propose maintenant, c'est une petite pause café. Et si on changeait de job en 2022 ? Quelle idée ? Pourquoi pas ?